Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle des épaves fascinantes partout dans le monde, navires de guerre, cargos et sous-marins oubliés. Mais ces épaves sont bien plus que de la rouille et des missions abandonnées, elles sont les témoins silencieux des triomphes, des tragédies et des tournants d'un monde en guerre. Nous vous présentons aujourd'hui 20 navires de guerre abandonnés de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le mémorial de l'USS Arizona est l'un des sites les plus emblématiques des États-Unis. Il est situé à Pearl Harbor, sur l'île d'Oahu, à Hawaï. Ce mémorial rend hommage aux victimes de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, qui marqua l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L'USS Arizona était un cuirassé de classe Pennsylvania, mis en service en 1916. Lors de l'attaque, le navire fut touché par une bombe japonaise qui fit exploser son magasin de munitions avant. L'explosion divisa le navire en deux et le coula en quelques minutes, tuant 1177 membres d'équipage, soit plus que tout autre navire ce jour-là. L'épave repose toujours au fond du port et est considérée comme un cimetière militaire. Le mémorial de l'USS Arizona a été construit directement au-dessus du navire coulé en 1962, sans toucher ni perturber l'épave. L'architecte Alfred Preis l'a conçu comme un symbole de la défaite suivie de la victoire, avec une structure plongeante en son milieu et remontant aux deux extrémités. À l'intérieur, un mur de marbre porte le nom de tous les marins et marines morts à bord de l'Arizona. Les visiteurs peuvent encore observer des parties de l'épave sous l'eau et des gouttelettes de pétrole, appelées larmes noires, remontent encore parfois à la surface. Numéro 19. Lors du débarquement allié en Normandie en juin 1944, l'un des plus grands défis consistait à débarquer rapidement des troupes et du matériel sans accès à un port. La solution ? Construire secrètement des ports temporaires et portables, les remorquer à travers la Manche et les assembler sur la côte française. On les appela alors les ports Mulberry, d'immenses ports artificiels composés de caissons en béton préfabriqués, de chaussées flottantes et de structures en acier. Ils étaient conçus pour être remorqués par section et rapidement assemblés sur place. Le Mulberry A fut installé à Omaha Beach pour les forces américaines, tandis que le Mulberry B fut construit à Gold Beach pour les Britanniques. La construction commença juste après le jour J, et en quelques jours, le Mulberry B était opérationnel, traitant des milliers de tonnes de matériel chaque jour dès la fin juin. Le 19 juin 1944, une violente tempête détruisit le Mulberry A de manière irréparable. Cependant, le Mulberry B resta en service pendant plus de 10 mois. Grâce à ces ports, plus de 2,5 millions de soldats, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de ravitaillement ont pu débarquer en toute sécurité. Les historiens s'accordent à dire que les Mulberry ont contribué à raccourcir la guerre de plusieurs mois. Numéro 18. Le Mourmansk était un croiseur léger de classe Sverdlov de la marine soviétique, lancé en 1955 pendant la guerre froide. Faisant partie de la flotte soviétique du Nord, il était équipé d'une puissante artillerie et de systèmes radars avancés. Mesurant 210 mètres de long et 22 mètres de large, ce navire était un exemple de la technologie navale de son époque. Le Mourmansk a été construit pour des opérations rapides dans les eaux agitées de l'Atlantique Nord, avec une navigabilité améliorée et un équipement moderne. Après son déclassement en 1994, il a été vendu à l'Inde pour être démoli. Cependant, lors du remorquage, le navire s'est échoué près de Sorver, en Norvège. Bien que l'on s'attendait à ce que les tempêtes hivernales finissent par détruire l'épave, elle est restée en grande partie intacte pendant des années. Des préoccupations environnementales ont surgi en raison de la présence de matières dangereuses à bord, notamment des résidus de carburant, des PCB et de l'amiante. Un vaste programme de nettoyage a été lancé, comprenant la construction d'un barrage autour de l'épave. En 2013, le Mourmansk avait été entièrement démantelé sur place, mettant fin au dernier chapitre de ce géant de la guerre froide. Numéro 17. L'USS America était un célèbre paquebot américain lancé en 1939, conçu par le célèbre architecte naval William Francis Gibbs. Conçu pour symboliser l'élégance et l'innovation américaine, le navire a rempli divers rôles tout au long de sa vie, notamment comme transport de troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, il pouvait transporter 1202 passagers répartis en plusieurs classes. Le SS America était réputé pour sa sécurité incendie, avec ses ponts en acier et ses cloisons doublées d'amiante, une réponse aux catastrophes maritimes précédentes.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, il fut réquisitionné par l'US Navy et transformé en USS West Point. À ce titre, il transporta plus de 350 000 soldats et reçut plusieurs distinctions honorifiques. Après la guerre, le navire reprit du service civil sous son nom d'origine et sillonna les routes transatlantiques. En 1964, il fut vendu au groupe grec Chandris et rebaptisé SS Australis, opérant entre l'Europe et l'Australie. Au fil des ans, il a changé de propriétaire et de nom à plusieurs reprises, notamment Italis, Noga, Alferdos et enfin American Star. En 1994, alors qu'il était remorqué vers la Thaïlande pour être transformé en hôtel flottant, l'American Star s'est détaché lors d'une tempête et s'est échoué à Fuerteventura, aux îles Canaries. Le navire a fini par se briser et s'effondrer. En 2024, l'épave avait complètement disparu dans la mer, servant désormais de récif artificiel et de site de plongée fascinant. Numéro 16. L'U-352 était un sous-marin de type V2C de la Kriegsmarine allemande nazie, lancé en 1941. Conçu pour les patrouilles atlantiques, il était armé de torpilles et de canons de pont et transportait un équipage d'environ 45 hommes. Après une première patrouille sans incident, l'U-352 entame sa deuxième mission en avril 1942, ciblant la marine alliée le long de la côte est des États-Unis. Le 9 mai 1942, près de Cape Lookout, en Caroline du Nord, il tente d'attaquer l'USCGC Icarus, pensant à tort qu'il s'agit d'un navire marchand. La torpille rate sa cible et l'Icarus riposte avec des grenades sous-marines, endommageant gravement le sous-marin. Contraint de faire surface, l'équipage tente d'abandonner le navire, mais essuie des tirs de mitrailleuses pour l'empêcher de manœuvrer les armes de pont. L'U-352 coule peu après. 15 membres d'équipage périssent et 33 sont capturés, certains des premiers prisonniers de guerre allemands capturés par les Américains. L'épave a été découverte en 1975 et repose aujourd'hui à environ 33 mètres de profondeur au large des côtes de la Caroline du Nord. Elle est devenue un site de plongée populaire, réputé pour son importance historique et l'abondance de sa vie marine. Le site est protégé par la loi américaine sur les embarcations militaires coulées qui interdit l'enlèvement d'artefacts. Numéro 15. L'USS Inaugural était un dragueur de mine de classe admirable mis en service en décembre 1944. Conçu pour détecter et déminer les mines navales, ce navire a joué un rôle crucial pour assurer la sécurité du passage des navires alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. La classe admirable était la classe de dragueurs de mines américains la plus importante et la plus performante de la guerre. Après des essais en mer, l'Inaugural fut déployé dans le Pacifique et participa à la bataille d'Okinawa, où il escorta des convois et effectua des patrouilles. Au lendemain de la guerre, il mena des opérations de déminage autour du Japon et de la Corée, déminant 82 mines et obtenant 2 étoiles de bataille. Désarmé en 1946, l'Inaugural fut transformé en navire-musée à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1968. Il fut classé monument historique national en 1986. Cependant, lors de la grande inondation de 1993, le navire se détacha de ses amarres, chavira et coula dans le Mississippi. En raison des importants dégâts, toute restauration a été jugée impossible. L'épave reste partiellement submergée et est encore visible par basses eaux. Numéro 14. La côte des Squelettes en Namibie s'étend le long du littoral atlantique, là où le froid courant de Benguela entre en collision avec le brûlant désert du Namib. Ce choc crée un épais brouillard et des courants dangereux, causant plus d'1 millier d'épaves disséminées le long de la côte. Le peuple indigène San appelait autrefois cette région la terre créée par Dieu dans la colère. Aujourd'hui, ce littoral désolé est jonché de coques rouillées, d'ossements de baleines et de vestiges de catastrophes maritimes. L'une des épaves les plus marquantes est celle du Dunedin Star, un cargo britannique qui s'est échoué le 29 novembre 1942 alors qu'il transportait des munitions et des passagers pour soutenir la 8e armée britannique. Il s'est échoué près du clan Alpine Shoal, déclenchant une opération de sauvetage complexe impliquant des navires, des avions et des convois terrestres. Malgré les conditions difficiles, les 106 passagers et membres d'équipage ont finalement été secourus, bien qu'un remorqueur, un avion et 2 sauveteurs aient été perdus au cours de la mission. Une autre épave emblématique est l'Edward Bolen, un cargo allemand qui a coulé dans un épais brouillard près de la baie de la Conception le 5 septembre 1909. En raison des sables mouvants, ces restes gisent aujourd'hui à environ 800 mètres à l'intérieur des terres, semblant étrangement échoués dans le désert. L'Otavie, un navire à vapeur moins connu qui transportait du guano, s'est échoué près de la baie de Spencer en 1945.
Bien que moins célèbre que le Dunedin Star et l'Edward Bolen, l'épave de l'Otavie ajoute au paysage fantomatique de la périlleuse côte des squelettes. Numéro 13. Le SS Richard Montgomery était un Liberty Ship américain construit en 1943 pour un assemblage rapide et un déploiement en temps de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. En août 1944, le navire s'échoua dans l'estuaire de la Tamise, près de Sheerness, dans le Kent, sur un banc de sable appelé Nord. À l'époque, il transportait environ 1400 tonnes de munitions destinées aux forces alliées en Europe. Malgré les efforts de sauvetage qui ont permis de retirer une partie de la cargaison, une quantité importante d'explosifs demeure à bord à ce jour. La détérioration de l'épave est depuis longtemps une source d'inquiétude en raison du risque d'une détonation accidentelle qui pourrait causer des dommages dévastateurs aux alentours. Bien que le ministère britannique des Transports affirme que le risque est faible, la présence d'autant d'engins instables à proximité de zones habitées continue d'inquiéter les habitants et les autorités. Numéro 12. Le HMS Royal Oak était un cuirassé de la Royal Navy mis en service en 1916 et engagé lors de la bataille du Jutland pendant la Première Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le navire était considéré comme obsolète, mais il resta en service actif. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1939, alors qu'il était ancré à Scapa Flow, dans les Orcades, le Royal Oak fut torpillé par le sous-marin allemand U-47, commandé par Gunther Prien. Il gît désormais à 33 mètres de profondeur et est officiellement classé cimetière militaire. La plongée sans autorisation est interdite par respect pour ceux qui ont péri. Chaque année, les plongeurs de la Royal Navy y apposent un pavillon blanc en hommage aux victimes. Numéro 11. ORP Grom, qui signifie tonnerre en polonais, était le navire de tête des destroyers de classe Grom, commandé par la marine polonaise en 1937. Construit par J. Samuel White à Cowes, le Grom était l'un des destroyers les plus rapides et les plus lourdement armés de son époque, destiné à renforcer les défenses maritimes de la Pologne dans un contexte de tension mondiale croissante. Le navire associait une vitesse élevée à un armement redoutable et était capable d'effectuer des missions d'escorte et d'attaque. Ses performances surpassaient celles de nombreux destroyers allemands et soviétiques contemporains. Le 30 août 1939, le Grom, accompagné de ses navires jumeaux, l'ORP Bliskawica et l'ORP Burza, appareilla pour le Royaume-Uni dans le cadre du plan Pékin afin de rejoindre la Royal Navy. Lors de la campagne de Norvège en 1940, le Grom assura un appui-feu naval autour de Narvik. Ses performances acharnées lui valurent le surnom de chasseur d'hommes de la part des Allemands. Le 4 mai 1940, alors qu'il se trouvait dans le Rombakenfjord, le Grom fut attaqué par un bombardier allemand Heinkel HE-111. Une bombe frappa le lance-torpille central, déclenchant une explosion catastrophique qui brisa le navire en deux. Le Grom coula rapidement, tuant 59 membres d'équipage. L'épave repose toujours au fond du fjord et fut explorée pour la première fois par des plongeurs en 1986. Numéro 10. Le navire, connu sous le nom d'USS Fenakit, était à l'origine le yacht de luxe Celt, construit en 1902 par Pusey et Jones à Wilmington, dans le Delaware, pour le magnat des chemins de fer J. Rogers Maxwell. Au fil des décennies, le navire a subi de multiples transformations et a rempli divers rôles de yacht privé à patrouilleur de la marine. En 1917, l'US Navy l'a acquis et l'a rebaptisé USS Sachem, le déployant comme patrouilleur côtier. L'inventeur Thomas Edison l'a notamment utilisé comme laboratoire flottant pour mener des recherches sur la lutte anti-sous-marine. Après son retour à un usage civil, le navire servit de bateau de pêche et d'excursion. En 1942, la marine le rachète et le rebaptise USS Fenakit. Il patrouilla les quays de Floride et servit plus tard de navire-école au sonar. Désarmé en 1945, le navire fut revendu à son ancien propriétaire et repris du service civil. Après la guerre, il opéra sous le nom de Sightseer, puis de Circle Line V, proposant des croisières touristiques à New York jusqu'en 1983. En 1986, il fut racheté par Robert Miller et transporté dans le Kentucky. Négligé et manquant d'entretien, le navire fut finalement abandonné à Taylor Creek, où il est aujourd'hui connu localement sous le nom de Ghost Ship. Numéro 9. Lancé à l'origine en 1917 sous le nom de War Hostage par Harland et Wolff à Glasgow, le navire a changé de nom et de propriétaire plusieurs fois au fil des ans, notamment Milazzo, Aldersgate, Misley Hall, Kutaisi et Dnepostroy, avant d'être rebaptisé Ashkabad sous contrôle soviétique en 1938.
Exploité par la compagnie maritime d'État soviétique Sovtorgflot, le pétrolier de 122 mètres de long naviguait de New York à Matanzas, Cuba, en 1942 avec du ballast à bord. Le 29 avril 1942, alors qu'il était escorté par le chalutier britannique HMS Lady Elsa, l'Ashgabat fut torpillé par le sous-marin allemand U-402 à environ 29 km au sud de Cape Lookout, en Caroline du Nord. La torpille toucha le flanc tribord, provoquant l'enfoncement du navire, l'arrière en premier, dans des eaux peu profondes. Les 47 membres d'équipage, dont 3 femmes, furent secourus sans perte. Dans les jours qui suivirent l'attaque, des opérations de sauvetage furent planifiées, mais ignorant ces plans, l'USS Semes et le HMS Senzeno déclarèrent le navire endommagé dangereux pour la navigation et le coulèrent à coups de canon le 3 mai 1942. Les restes de l'Ashgabat reposent désormais à des profondeurs de 17 à 18 mètres au large des côtes de Caroline du Nord. Grâce aux opérations de sauvetage et de remorquage, l'épave est dispersée, les 3 grandes chaudières étant les éléments les plus reconnaissables. Numéro 8. Construit en 1938 par Mitsubishi pour Toyo Kaiun Kizen Kaisha, le Fujikawa Maru était à l'origine un cargo réfrigéré assurant des liaisons entre l'Amérique du Sud et l'Inde. En décembre 1940, il fut réquisitionné par la marine impériale japonaise et transformé en navire auxiliaire pour le transport d'avions. Armé de canons de 15 cm récupérés sur d'anciens navires de guerre, il servait principalement au transport d'avions et de ravitaillement à travers le Pacifique. Le Fujikawa Maru participa à plusieurs opérations, dont la bataille de Midway et des missions dans les Aléoutiennes, à Rabaul, à Tarawa et aux îles Marshall. En septembre 1943, il fut endommagé par une torpille de l'USS Permit, puis de nouveau en décembre par des frappes aériennes. Il fut réparé à chaque fois. Le 17 février 1944, lors de l'opération Hailstone, une attaque massive de la marine américaine sur la lagune de Truk, le navire était ancré près de l'île d'Éten. Touché par une torpille lancée depuis l'USS Bunker Hill, il subit de graves dommages. Le lendemain, il fut de nouveau attaqué par les avions des USS Essex et Monterey et coula le 18 février 1944. L'épave repose à la verticale, entre 33 et 40 mètres de profondeur, dans le lagon de Chuuk. Les plongeurs peuvent explorer ces cales, où reposent encore des chasseurs Mitsubishi A6M0 démantelés et un rare A5M Claude, vraisemblablement le seul survivant au monde. L'épave est incrustée de coraux et d'éponges aux couleurs vives et est entourée d'une vie marine florissante. Numéro 7. Lancé en 1931 par la Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, le SS President Coolidge était l'un des plus grands paquebots jamais construits aux États-Unis à l'époque. Exploité par Dollar Steamship Lines, il proposait des cabines luxueuses, des piscines d'eau salée et une cuisine raffinée pour sa traversée transpacifique entre San Francisco et l'Asie. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le ministère américain de la guerre réquisitionna le navire en 1941 et le transforma en transport de troupes pouvant transporter jusqu'à 5000 soldats. Le 6 octobre 1942, le président Coolidge quitta San Francisco pour Espiritu Santo, dans les Nouvelles-Hébrides, aujourd'hui Vanuatu. Le 26 octobre 1942, ignorant la présence de mines navales américaines récemment posées, le navire heurta 2 mines en entrant dans le canal de Second. Le capitaine Henry Nelson a réussi à échouer le navire, permettant l'évacuation en toute sécurité de la quasi-totalité des personnes à bord. Sur plus de 5000 personnes, seules 2 personnes ont perdu la vie. Le pompier Robert Reid et le capitaine Elwood J. Ewart, qui est revenu héroïquement pour secourir les soldats bloqués. L'épave repose désormais sur son côté bâbord, à des profondeurs allant de 21 à 73 mètres. En 1983, le site a été déclaré réserve marine protégée par le gouvernement de Vanuatu. Les plongeurs peuvent y explorer une multitude d'objets préservés, du matériel militaire et le célèbre relief en porcelaine connu sous le nom de La Dame. Numéro 6. L'USS Kitiwake a été mise en service en 1946 comme navire de sauvetage de sous-marins de classe Chanticleer. Mesurant environ 76 mètres de long, il était équipé pour assister les sous-marins en détresse et mener des opérations de sauvetage. Pendant près de 5 décennies, le Kitiwake a joué un rôle essentiel dans diverses missions de l'US Navy, notamment la récupération de la boîte noire de la navette spatiale Challenger. Désarmé en 1994, le navire a été offert au gouvernement des îles Caïmans. Le 5 janvier 2011, il a été délibérément coulé au large de Grand Caïman afin de créer un récif artificiel et un site de plongée.
Initialement à la verticale à des profondeurs de 5 à 20 mètres, l'épave a été renversée sur bâbord en 2017 par la tempête tropicale Nate. Néanmoins, le Kitiwake reste une destination de plongée populaire, accessible aux plongeurs de tout niveau et abritant une vie marine diversifiée. Numéro 5. Les épaves de Tangalooma reposent au large de la côte ouest de l'île Moreton, dans le Queensland, en Australie. Entre 1963 et 1984, 15 navires ont été délibérément coulés ici pour former un brise-lames pour les petites embarcations et créer un site de plongée unique. Plusieurs de ces navires ont une histoire remontant à la Seconde Guerre mondiale. Si la plupart des épaves sont des barges, des dragues et des navires à fond plat désaffectés, certaines ont bel et bien servi à des fins militaires pendant la guerre. Le HMAS Bernaghi, à l'origine une barge à gravier en acier construite en 1912, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être sabordé à Tangalooma. Le HMAS Uki a également servi pendant la guerre et a ensuite été coulé dans le cadre du projet de brise-lames. D'autres navires, comme le Mariboro, construit en 1885, ont été réaffectés après la guerre pour renforcer cette barrière de mouillage. Aujourd'hui, les épaves de Tangalooma sont prisées des plongeurs avec un tuba et des plongeurs sous-marins. Situées dans des eaux peu profondes, entre 2 et 10 mètres de profondeur, elles sont facilement accessibles aux plongeurs de tout niveau. Au fil des ans, les épaves se sont recouvertes de corail et se sont transformées en récifs artificiels luxuriants, abritant plus de 100 espèces de poissons, de dauphins, de dugongs et de requins-taureaux. Numéro 4. L'USS Oriskany fut le dernier porte-avions de classe Essex achevé pour l'US Navy. Sa construction débuta en 1944, mais fut temporairement interrompue après la Seconde Guerre mondiale. Elle reprit plus tard dans le cadre du programme de modernisation SCB-27 et le navire fut mis en service en 1950. L'Oriskany servit avec distinction lors des guerres de Corée et du Vietnam, obtenant 2 étoiles de bataille pour la Corée et 10 pour le Vietnam. L'un des moments les plus tragiques de l'histoire du navire eut lieu en 1966 lorsqu'une torche de magnésium s'enflamma accidentellement, déclenchant un incendie qui tua 44 membres d'équipage. Désarmé en 1976, l'Oriskany fut finalement sélectionné pour participer à un programme de récif artificiel. Après d'importants préparatifs environnementaux, il fut coulé intentionnellement le 17 mai 2006 à environ 40 km au large de Pensacola, en Floride, dans le golfe du Mexique. Aujourd'hui, l'épave repose à environ 65 mètres de profondeur et est devenue un écosystème marin florissant et un site de plongée réputé, surnommé le Grand Récif du Porteur. Numéro 3. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été confrontés à une grave pénurie d'acier, ce qui a incité la recherche de matériaux de construction navale alternatifs. Le béton s'est avéré une option viable, ce qui a conduit à la construction de 24 navires en béton par McCloskey et compagnie à Tampa, en Floride, à partir de juillet 1943. Ces navires McCloskey étaient fabriqués en ferrociment, béton renforcé de treillis d'acier, ce qui les rendait étonnamment robustes et aptes à la navigation. 2 de ces navires, le SS David O'Sailor et le SS Vitruvius, participèrent au débarquement. Les autres servirent principalement de navires de transport et d'entraînement dans le Pacifique Sud. En décembre 1948, 9 navires McCloskey furent coulés au large de Kiptopeke Beach, en Virginie, pour former un brise-lames protégeant le terminal ferry de Little Creek, Cape Charles. Les navires sont alignés, certains dépassant partiellement de l'eau, protégeant le quai des conditions difficiles de la baie de Chesapeake. Numéro 2. Le SS Empire Heritage était un pétrolier britannique construit en 1930 par Armstrong Whitworth & Co. à Newcastle-upon-Tyne. Initialement nommé Tafelberg, le navire fut réquisitionné par le ministère britannique des Transports de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et rebaptisé Empire Heritage. Il transportait des approvisionnements pétroliers vitaux à travers l'Atlantique, une mission périlleuse pendant la bataille de l'Atlantique. Le 8 septembre 1944, alors qu'il faisait route de New York à Liverpool avec du carburant et des chars Sherman, l'Empire Heritage fut torpillé au large des côtes du comté de Donegal par le sous-marin allemand U-482. Le navire coula rapidement, tuant 113 personnes, dont des membres d'équipage et des passagers. Aujourd'hui, l'épave repose à environ 66 mètres de profondeur et est considérée comme un cimetière militaire. Numéro 1. L'USAT Liberty était un cargo de l'armée américaine construit en 1918 à Kearney, dans le New Jersey. Initialement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, il fut remis en service pendant la Seconde Guerre mondiale.
En janvier 1942, alors qu'il transportait des pièces de chemin de fer et du caoutchouc d'Australie vers les Philippines, le Liberty fut torpillé par un sous-marin japonais près du détroit de Lombok. L'équipage a réussi à échouer le navire à Tulamben, à Bali, pour tenter de récupérer la cargaison, puis l'a abandonné. En 1963, l'activité sismique provoquée par l'éruption du mont Agung a fait déraper le navire et l'a fait s'écraser sur une pente sablonneuse sous l'eau à des profondeurs allant de 5 à 30 mètres. Au fil des ans, l'épave s'est incrustée de coraux et regorge de vie marine. Plus de 400 espèces de poissons y ont élu domicile. Aujourd'hui, c'est l'un des sites de plongée les plus célèbres de Bali. Facilement accessible depuis le rivage, le Liberty offre aux plongeurs de tout niveau la possibilité d'explorer sa structure avec des options de photographie, de plongée de nuit et d'exploration complète du navire. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de la Seconde Guerre mondiale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.